La légende raconte qu'Hubert, jeune prince d'Aquitaine, menait une vie de plaisir. Un vendredi saint, il eut au cours d'une chasse la vision d'un cerf magnifique. Le cerf entraîna le prince Hubert dans une course éperdue et au plus profond de la forêt, fit volte-face une croix lumineuse entre les bois. Une voix se fait alors entendre. « Hubert, jusqu'à quand sacrifieras-tu à de vains amusements le salut de ton âme? Si tu ne te convertis, prends garde à la juste colère de Dieu. » L'histoire nous dit que la légende de l'apparition du cerf crucifère est tout d'abord attribuée à saint Eustache, soldat romain et martyr. Sa rencontre avec le Christ lui vaudra d'être brûlé par l'empereur Hadrien. Le peintre allemand Dürer est l'auteur d'une gravure datée de 1504, intitulée « Conversion de saint Eustache ». On y retrouve tous les éléments de l'iconographie traditionnelle, le saint agenouillé, le cerf crucifère, le cheval, les chiens, le corps, l'arbre. Lorsque le culte de saint Eustache décline, sa légende s'empare d'Hubert. Cette substitution résulte sans doute de la confusion de leur fête, un certain 3 novembre. Né en 665 à l'époque mérovingienne, de sang princier franc, Hubert est sacré évêque à Rome en 709 et occupe le trône épiscopal de Liège. Il se consacre à son œuvre pastorale dans les Ardennes, lutte contre les cultes païens et christianise plusieurs temples dédiés à Odin. Avec le temps, l'histoire s'efface pour laisser place à la légende. Saint Hubert devient mythe et de nombreux peintres vont perpétuer tout au long des siècles la scène de la conversion d'Hubert, devenu chasseur pour la bonne cause. À l'aube du XXIe siècle, la légende de Saint Hubert n'a rien perdu de sa vivacité. Elle continue d'innerver l'inconscient collectif de nombre de corporations, de populations et d'inspirer l'art populaire. C'est bien évidemment à Saint-Hubert, en Belgique, que le saint fait toujours l'objet d'une grande vénération, comme le rappelle l'abbé Lémence, doyen de la basilique. Hubert était évêque de la ville de Liège. Il avait succédé à Saint-Lambert comme évêque de Tongres, Maastricht et Liège, et fut, disons, un grand évangélisateur des Ardennes. Il est mort en 727, et c'est seulement en 825 que son corps a été transféré de Liège, où il était enterré, jusqu'ici à l'abbaye bénédictine qui s'appelait à l'époque Andage et qui est devenue progressivement l'abbaye de Saint-Hubert à cause de la présence de son corps. Alors pendant très longtemps, le corps de Saint-Hubert contenu dans une chase était exposé ici à l'intérieur donc de l'abbaye, et cette église qui a été construite plusieurs fois, elle a été démolie, incendiée, construite, a été construite très grande pour pouvoir accueillir de nombreux pèlerins, parce que le culte de Saint-Hubert se développait tout au long du Moyen-Âge et on venait de très loin, et alors il fallait une grande église pour accueillir un grand nombre de pèlerins en même temps. Le prestige de la basilique, devenu un pôle d'attraction touristique et culturelle, va croissant au fil des ans. Et sur les hauts plateaux de l'Ardenne belge, nombreux sont les personnages inspirés par la légende de Saint-Hubert. Sonneur, veneur, amateur d'art et de tradition populaire, Patrick Lassens est un enragé du culte. J'ai 40 ans et je suis courtier en assurance. J'ai une passion, c'est la trompe de chasse, dont je suis sonneur depuis une quinzaine d'années maintenant. Je suis devenu sonneur parce que dès mon enfance, je suis allé écouter des messes de Saint-Hubert à l'église de Saint-Hubert. Cet instrument m'a accroché, m'a ému. Et j'y suis venu tardivement, j'y suis venu à l'âge de 25 ans.
par un ami qui est toujours un grand sonneur de trompe et qui m'a tout simplement proposé de m'apprendre à en sonner. Je suis sonneur de première catégorie. Les catégories sont déterminées par une fédération qui s'appelle la Fédération internationale des trompes de France, qui chaque année organise un concours au mois de septembre, le premier week-end de septembre, et ce concours a toujours lieu en France, dans une des villes qui veut bien l'organiser avec l'aide de la fédération. La première étape, c'est le brevet du sonneur classé. C'est un examen, ce n'est pas un concours. Quand on a réussi cet examen, on obtient donc le brevet du sonneur classé, et l'année d'après, on peut franchir la 4e catégorie pour arriver en 3e catégorie, l'année suivante 3e, seconde, puis seconde, première. Et je suis arrivé en première. Il resterait une étape que je ne franchirai pas, c'est le championnat de France, parce que la qualité est devenue beaucoup plus élevée qu'il y a quelques années. Il y a beaucoup de jeunes très bons sonneurs, et là je ne pense pas que je pourrais avoir ma chance. Le Royal Forest Saint-Hubert, c'est le nom du groupe de sonneurs dont je fais partie et qui est établi à Saint-Hubert depuis 1928. On nous demande régulièrement de sonner des messes de Saint-Hubert dans les paroisses qui sont dédiées spécialement à ce saint dans la région, dans toutes les Ardennes, parce qu'il n'y a pas qu'à Saint-Hubert qu'on invoque Saint-Hubert. Et il y a des messes de mariage. Ça nous arrive aussi de temps en temps de sonner des obsèques d'un chasseur qui en avait formulé la demande auparavant. Je pense que Saint-Hubert est un personnage qui a effectivement existé, les écrits le prouvent, mais je pense aussi que l'Ardenne est une région où le paganisme était développé, puis que les moines de l'abbaye de Saint-Hubert avaient besoin de convertir le plus possible de gens, et se sont servis de cette image du cerf crucifère qui parle et qui interpelle les gens pour les aider à se convertir au christianisme. Je connais un fermier qui habite dans la région et qui marque à l'heure actuelle encore chaque tête de bétail avec ce qu'on appelle la clé de Saint-Hubert, qui était auparavant et originellement un instrument qui servait à cautériser les plaies des animaux mordus par d'autres animaux enragés, et il le fait, lui, à titre préventif. Donc tu fais ça avec une clé de Saint-Hubert. Ah oui, oui. Elle était déjà utilisée par ton papa? Par mon père et par mon grand-père. Ton grand-père, donc ça fait 3 générations. 3e génération. D'utilisation de la. Et puis après, ce sera mon fils, ça sera la 4e. 4e génération. Mais seulement, il faudrait que bientôt qu'on le remplace, hein, parce que. Elle a servi. Oh, ben. On a entendu parler il y a quelques dizaines d'années de cadrage. Vous n'en avez jamais eu dans votre cheptel. Non, jamais. Et tu penses que donc c'est dû au fait que vous marquez ces bêtes? Il faut quand même y croire. Hein. Voilà. C'est comme dans tout. Oui. Parce que dans les alentours, il y a eu des cadrages. Oui, il y en a eu pêle-mêle comme ça, un peu à droite et à gauche. Mais jamais chez vous. Jamais. Oui. Ça me donne du temps pour chauffer. Hein. Oui, on va essayer. Voilà. Je dois être rouge pour le moment. On y va alors? Oui. Je pars? On y va. Je pars? Je te suis. Ouais. Je vais aussi m'appuyer à cet endroit. Hein. Tu vois, il y a, il y a des poils qui sont... Il y a des poils, il y a du brûlé. C'est une forme de trompe de chat. Ah oui. C'est ça qui rappelle Saint-Hubert. Ah oui.
Et puis c'est béni à Saint-Hubert. C'est ce qu'on appelait, oui, une clé de Saint-Hubert. Ah oui, oui, et puis alors, chaque année on fait ça, mais il commence déjà quand même à être... Oui, il a servi beaucoup. Il a déjà servi beaucoup, le nombre d'années. Oui. Ah oui. Mais moi j'ai toujours fait ça, je ne sais pas si mon fils continuera, mais en tout cas moi je le fais. Mais il faut y croire, hein, il ne faut pas... Bien sûr. Il faut avoir la bonne intention aussi à Saint-Hubert des moments Bien sûr. pareils. Mais- La rage, elle est véhiculée par les animaux sauvages, par les mordants. Alors, les gens qui ont toujours cette peur, et nous avons encore connu dernièrement une épidémie de rage dans nos forêts, eh bien, les gens restent toujours très prudents quand même vis-à-vis de la rage. Rien que le morage fait déjà peur aux gens. Ici, nous sommes donc en face de l'autel de Saint-Hubert. Et la partie la plus importante de l'autel de Saint-Hubert, c'est le reliquaire qui contient l'étole, la sainte étole, qui est intimement liée au culte de Saint-Hubert. Il faut comprendre le sens de cet endroit, compte tenu de l'évolution historique aussi du personnage de Saint-Hubert ici. En fait, le corps de Saint-Hubert était venu ici à l'abbaye, en 825, et lors des guerres de religion, la guerre entre catholiques et protestants, le corps de Saint-Hubert a disparu. C'est en 1586. Donc à ce moment-là, le corps, proprement dit, et la châsse qui contenait le corps ont disparu, cachés ou bien détruits par les protestants, et il ne restait plus que comme support au culte de Saint-Hubert l'étole. Et c'est ici qu'était pratiqué ce qu'on appelle la taille. Alors c'est important pour comprendre toute la dévotion populaire à Saint-Hubert. De très vieux documents parlent de cette opération. En quoi consiste cette opération? Eh bien, une personne qui avait été mordue et qui était susceptible d'être atteinte de la rage devait venir le plus tôt possible ici en pèlerinage à Saint-Hubert. Alors, le responsable des pèlerins accueillait cette personne et pratiquait ce qu'on appelle la taille. On prenait un petit filament de l'étole de Saint-Hubert, on faisait une petite incision sur le front de la personne, on refermait cette incision pendant 9 jours, et après 9 jours, l'aumônier des pèlerins enlevait donc ce filament, et la personne pouvait rentrer chez elle avec l'espoir d'être protégée définitivement donc, de la rage. Les derniers taillés, semble-t-il, c'est la fin du siècle dernier, ou peut-être encore au début de ce siècle, vers 1912. En effet, à cette époque, on a constaté une recrudescence de la rage dans nos régions, et il semblerait que certaines personnes aient encore demandé à ce moment-là la taille pour guérir. Rien de ce qui existe à Saint-Hubert n'est étranger au culte. Cette petite bourgade de 5000 habitants, construite autour de l'immense église abbatiale, est fière de son passé historique et religieux. Le patron des sonneurs de trompe de chasse, c'est Saint-Hubert. Il est également le patron des chasseurs. Et je me suis intéressé à cette effigie qui représente la scène de la conversion, qui est représentée sous nombreuses formes, en imagerie, en céramique, en porcelaine, en laiton, en argent, en étain. Et à chaque fois que je vais dans une brocante, généralement je trouve des objets qui ont un rapport avec cette collection d'effigies de la conversion de Saint-Hubert. Ça fait maintenant 15 ans que je collectionne. Et le but de cette collection, c'était de rassembler une quantité d'objets représentatifs de cette scène de la conversion de Saint-Hubert, et de les rassembler à Saint-Hubert. Et grâce à l'aide d'un privé, investisseur, nous avons pu ici créer ce petit musée qui a pour thème Saint-Hubert et sa légende. Actuellement, il y a un engouement pour cette recherche d'objets qui représentent Saint-Hubert, ce qui fait que j'étais pratiquement le seul il y a quelques années, et je remarque
j'ai pu rencontrer depuis 3-4 ans quelques collectionneurs de Belgique, mais aussi de France, qui s'intéressent au même sujet que moi. Il y est représenté en évêque, il y est représenté en chasseur, et puis évidemment on représente également la scène de la conversion. Cette scène de la conversion, on l'a principalement représentée sous forme de médailles de pèlerinage, ces médailles que les pèlerins achetaient à Saint-Hubert, mais qui étaient également diffusées dans le monde entier. D'ailleurs, vous voyez à côté de moi, une boîte de colporteurs, c'est un objet exceptionnel qui date du XVIIIe siècle et qui servait donc à ces colporteurs à la vente des médailles de pèlerinage à travers le monde. Depuis l'année 743, la fête de Saint-Hubert est célébrée le 3 novembre. C'est à cette date que la première festivité en l'honneur du grand saint eut lieu. Patrick Lassens et ses amis, sonneurs du Royal Forêt Saint-Hubert, se retrouvent dans un bar à proximité de la basilique. C'est toute la ville qui se mobilise afin d'accueillir les nombreux pèlerins venus des 4 coins de l'Europe. Tous se rendent dans la cité abbatiale afin d'assister à une très belle messe sonnée en l'honneur du saint patron. C'est aussi à Saint-Hubert qu'on doit une fameuse race de limiers qui fut l'orgueil des grandes meutes royales jusqu'au XVIe siècle. Dès le IXe siècle, les bénédictins de l'abbaye dressèrent des chiens destinés à retrouver les pèlerins égarés dans les ténébreuses forêts environnantes. Bonjour messieurs. Vous m'avez l'air en forme. Vous allez pouvoir trompeter à votre aise, comme je vois. Salut. C'est toujours un moment émouvant, la messe de Saint-Hubert. À chaque fois, j'observe l'intérieur de cette magnifique basilique et on y découvre à chaque fois des endroits plus beaux les uns que les autres. Et la trompe y a bien sa place. La trompe y résonne très bien et je crois que c'est un désir de chaque sonneur de venir au moins une fois à Saint-Hubert sonner avec nous. Et ça se fait régulièrement que des gens viennent d'un peu partout, de France, des Pays-Bas, d'Allemagne et d'autres régions de Belgique, et nous demandent de pouvoir s'intégrer dans notre groupe pour sonner avec nous des messes de Saint-Hubert. Ça arrive très fréquemment, à cause de la magie, je vais dire, de l'endroit.
disons, à tous les groupes sonores de trompes de chasse. Bien sûr, les fêtes de la chasse demandent énormément de préparation pour pouvoir coordonner avec les différentes animations qui sont prévues dans le cadre de la messe. J'insiste par exemple sur le respect de la nature, je crois que ça fait partie aussi de notre patrimoine, quelque part, la nature que nous devons protéger. Et un homme comme Saint-Hubert est un homme proche de la nature, on le représente toujours dans la nature. Une deuxième chose que j'aime particulièrement aussi souligner, et c'est ça tout le message de Saint-Hubert, c'est qu'un jour, il a compris qu'il devait se convertir, qu'il faisait fausse route, qu'il a dû changer de vie. Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est un exemple pour chacun et chacune d'entre nous. Ça nous arrive tous de prendre parfois des chemins, disons là, qui ne sont pas tout à fait droits. Et Hubert est un exemple pour nous, simplement, je dirais. Dès sa conversion, Saint-Hubert s'est mis au service des plus faibles, des plus fragiles, s'est mis au service des malades notamment, tous ceux qui souffraient. Et voilà sans doute pourquoi encore aujourd'hui, Saint-Hubert reste un saint populaire. Si le culte de Saint-Hubert s'est prolongé, il y a quelque part, il rejoint l'homme dans sa profondeur, quelque part, et je dirais aussi dans son populaire. C'est un homme de nature et il fait le lien justement entre l'homme et la nature qui peut être dangereuse parfois aussi, menaçante, et quelque part l'homme a besoin d'être rassuré, d'être protégé. C'est comme ça que les gens, disons là, venaient le prier, un désir de protection quelque part. Je bénis ces pains en l'honneur de Saint-Hubert, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que cette nourriture donnée à tout le monde fasse leur bonheur par le Christ notre Seigneur. Amen. Un moment important aussi de cette messe, c'est la bénédiction du pain, des petits pains. Pour vous situer un peu le chiffre, on en manque chaque fois. Chaque année, on bénit plus de 1100 cette année-ci, petits pains, qui sont distribués, disons là, très rapidement. Et les gens emportent ces petits pains, disons là, en souvenir de Saint-Hubert. Immédiatement après la messe, il y a la bénédiction des animaux et particulièrement des chiens. Il y a une part de folklore, je le reconnais, ça c'est vrai, mais vu que les gens y tiennent, il y a plus que du folklore, à mon avis, quelque part. Quand même, il y a une autre dimension, même, osons dire, spirituelle, au sens très très large. Je ne parle pas uniquement spirituel chrétien, mais je dirais presque au niveau spirituel naturel. Chez tout être humain, il y a aussi cette dimension de la personne humaine située dans un environnement de qualité. Je crois que c'est un des combats aussi, disons là, pour si Saint-Hubert, la ville de Saint-Hubert s'appelle, disons, la capitale européenne de la chasse et de la nature. Je crois qu'il ne faut pas séparer l'un de l'autre. Je dirais à propos de Saint-Hubert, il y a l'histoire, au sens moderne du terme, et il y a la légende. Mais quelque part, si la légende reste si populaire, si vivante, c'est qu'il y a certainement des bases historiques au sens scientifique du terme. Et la légende, telle que nous la connaissons maintenant, elle a mûri au cours des siècles. C'est
progressivement que les êtres humains, compte tenu du côté populaire du culte de Saint-Hubert, ont développé cette légende pour arriver à maturité, disons, vers le 15e, 16e siècle. Et depuis lors, elle n'a plus changé, n'a plus évolué. La tradition situe la conversion de Saint-Hubert à la Converserie. Ce lieu mythique appartient au baron Copé. Érudit et non conformiste, le baron transmet la connaissance du mythe à ses nombreux visiteurs. Au début de ce siècle, l'évêque de Namur a voulu redonner un second souffle au culte de Saint-Hubert, devenu pas seulement le guérisseur de la rage, mais le patron des chasseurs, et a sollicité tout ce que la Belgique et même le nord de l'Europe comptaient comme chasseurs et veneurs pour construire une chapelle dédiée à leur saint protecteur. Et c'est l'origine de cette chapelle qui est la copie de la petite église romane qui se trouvait dans le domaine de Tervuren près de Bruxelles, qui était la propriété de l'épouse de Saint-Hubert, car avant d'être évêque, Hubert, qui venait du Bordelais, avait pris femme ici, dans les Pays-Bas, d'une princesse de Brabant, qui avait la propriété de Tervuren. D'ailleurs, pour cela que les gens de Tervuren revendiquent dans les bois de Tervuren la conversion du saint, ce qui est évidemment un propos hautement hérétique pour celui qui se croit vivre à l'endroit mythique de cette conversion. La clairière ici autour est devenue le lieu où Hubert, après la mort de son épouse et avant qu'il ne fût évêque, se serait retiré comme ermite. Alors la Rouge-Croix, en fait, était une sorte de borne située au carrefour de grands axes routiers. C'était la voie romaine qui allait de Bavay à Trèves et de Reims à Aix-la-Chapelle, Cologne. Mais c'est devenu dans le culte populaire le lieu précis de la conversion du saint. Cette ferme fut rachetée par le comte de Launois et qui, avec la seconde femme du roi Léopold III, la princesse Iliane, aménagea cette ferme pour en faire une sorte de sanctuaire à la mémoire du cerf crucifère, du cerf de Saint-Hubert, au milieu de cette forêt de Saint-Hubert et au milieu des territoires des chasses de la couronne. « 700 ans après sa mort, un hagiographe écrivant des vies de saints injecte, si je puis m'exprimer ainsi, dans la vie du saint l'épisode miraculeux de sa conversion qui, jusqu'alors, est attribué à saint Eustache.
Et à ce moment-là, et j'aime beaucoup cette version, que s'est-il passé? Hubert menait une vie dissolue, n'aimant que les plaisirs et la chasse. Et voilà qu'un jour de Noël, au moment où il allait se rendre à l'office, son piqueux vient lui annoncer qu'il a vu en forêt de Saint-Hubert, pas loin de l'abbaye, un immense cerf, et que s'il veut le chasser, il faut qu'il se dépêche. Il aperçoit le cerf au détour d'un chemin, et puis il le revoit une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, et chaque fois, le cerf devient de plus en plus grand, de plus en plus resplendissant, de plus en plus blanc. Et au moment où lui-même, fatigué, fait face à ce cerf qui est sur ses fins, tout à coup le cerf se met à resplendir et la croix du Christ apparaît dans ses bois et une voix forte, puissante et convaincante lui dit « Hubert, Hubert, jusque à quand mènerez-vous cette vie vaine, convertissez-vous, priez Dieu et occupez-vous de vos semblables. » Et Hubert, tombant à genoux comme terrassé, comme Paul sur le chemin de Damas, décide de changer d'existence. Chose que j'ai vécue de plus en plus, surtout à la fin de ma période de chasse, en approchant les cerfs au moment du brame, j'avais vraiment l'impression de faire une rencontre métaphysique. Et bien des fois, il m'est arrivé de soulever mon chapeau et de remettre ma carabine à la bretelle, pas uniquement parce que le cerf n'était pas celui qu'il fallait tirer ou que l'on pouvait tirer, mais tout simplement parce que je ne voulais pas mettre un point final à ce spectacle extraordinaire et laisser l'animal vivre dans son biotope. Donc c'est sûr qu'ici j'ai eu l'occasion à la fois d'être irradié, si je puis dire, par cette confirmation, qui pour moi est un aboutissement. Je pense qu'il n'y a pas à être pour ou contre la chasse, mais je pense que l'aboutissement normal de tout chasseur est de devenir un conservateur de la nature, et en commençant par être un chasseur respectueux de la nature et un collaborateur, un co-auteur de l'amélioration de notre planète et pas de sa destruction. Dans l'imaginaire de l'homme, le cerf tient une place à part et nombre de légendes et de croyances se rattachent à sa symbolique. Gérard Jadoul, philologue, photographe de nature et spécialiste du cerf, connaît à merveille le massif forestier, domaine de chasse de la Couronne. Il nous évoque le mythe du cerf sur une des nombreuses places de Brame que les fantômes de la forêt fréquentent.
Un animal comme le cerf a probablement dû impressionner l'homme très très tôt. Quand on voit les décorations sur les parois rupestres, on voit déjà le cerf avec tous les autres tout grands, avec l'ours, avec le roc, avec le loup. Et c'est sûrement le phénomène annuel de chute des bois et de repousse des bois. Donc tous les ans, ces bois tombent et repoussent un peu plus grands, un peu plus gros, ce qui a d'ailleurs un rôle important dans le brame. Et c'est assez drôle de voir comment toutes les civilisations ont vu dans ce phénomène, où l'on assimilé en tout cas une forme de triomphe de la vie sur une mort temporaire. Le bois tombe, il meurt, mais il va repousser plus beau et plus grand. Et d'ailleurs presque toutes les religions ont fait de cet animal un lien entre les dieux et les hommes. Ce mythe de Saint-Hubert est très très proche d'anciens mythes païens, et je pense surtout à ce dieu gaulois qui s'appelait Cernunnos, donc qui était en fait un homme avec une tête de cerf, et qui était aussi chez les Gaulois finalement un intermédiaire entre eux et leur dieu. Et les Romains, en arrivant ici pour conquérir un pays gaulois, ont finalement, comme ils l'ont très souvent fait, récupéré un culte qui marchait bien, ce qui est une manière de s'accaparer les populations sans trop de problèmes. D'où la légende de Saint-Hubert. Je crois que c'est une des explications qui est à nouveau là de trouver un animal qui sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et ce cerf arrive devant Saint-Hubert avec la croix entre les bois et prie Saint-Hubert d'arrêter sa pratique de la chasse et de se convertir. Et de manière assez paradoxale, les chasseurs vont utiliser ce mythe et ce saint patron, Hubert, donc comme patron de leur confédération, et finalement en utilisant la première personne qui a arrêté de chasser comme patron des chasseurs. Donc probablement dans un signe de conversion globale qu'ils souhaitent peut-être tous petit à petit arriver à faire, y compris en maintenant la pratique de la chasse, mais peut-être en l'orientant autrement. Les grandes fagnes sont théoriquement assez favorables pour le cerf, parce que quand elles sont dégagées comme on les voit là maintenant, c'est évidemment des endroits où il y a une végétation assez abondante, qui va perdre de sa qualité très vite. Dès qu'on arrive en novembre, cette terre plane ne vaut plus grand chose, donc c'est la raison pour laquelle les cerfs partent. Mais par contre au brame, c'est assez intéressant pour eux, puisque c'est un endroit où ils ont une visibilité très très large, et chez le cerf, la conformation de la ramure de chacun des mâles a une importance déterminante dans la dissuasion vis-à-vis des autres adversaires. Donc un cerf qui a des très grands bois, assez impressionnant, cet effet dissuasif marque beaucoup plus dans un paysage aussi ouvert que celui-ci. Ce serait nettement moins le cas dans un paysage très fermé de taillis ou de futaies très fermés. Donc le cerf, en venant bramer ici, finalement revient un peu à ses origines, puisque c'était un animal de plaine. Et c'est dans la plaine ou dans les paysages ouverts que sa ramification a le plus de sens au niveau dissuasion avant les potentiels combats. Solon, c'est au départ une association d'une dizaine de naturalistes qui fréquentaient les bois de Saint-Hubert depuis très très longtemps, tous, et qui faisaient de la photo animalière, chacun de manière un peu isolée. Puis alors l'idée à un certain moment a été de se dire que cette photographie animalière pouvait probablement être mise au service d'une gestion plus rationnelle de l'espèce cerf. Et donc on s'est dit plutôt que chacun travaille dans notre coin, autant nous rassembler, d'où la naissance de cette association. Et alors l'idée a été de se mettre en partenariat avec les autres grands acteurs du milieu forestier, c'est-à-dire les forestiers et les chasseurs. Et donc chacun dans son domaine d'activité essaye d'apporter ce qu'il a comme degré de performance à cette gestion plus rationnelle de l'espèce cerf. On essaye pendant toute l'année, chacun sur notre secteur, de photographier dans un but de fichage un maximum de cerfs. Donc on essaye avant la saison de chasse de retrouver des cerfs qu'on suit depuis des années, et donc d'offrir aux chasseurs qui en font ce qu'ils veulent, mais de leur offrir la possibilité sur cliché de mieux déterminer l'âge des cerfs. Parce qu'on s'est rendu compte en fait dans le massif de Saint-Hubert, mais c'est vrai partout en Belgique je crois, qu'il y avait un manque cruel de vieux cerfs. Donc la plupart des cerfs mouraient, étaient tirés à l'âge de 5-6 ans. Or c'est primordial pour l'espèce de les mener à 10, 12, 13, 14. Et par la chasse photographique, et aussi par la récolte des mues, qui est notre autre outil, on a offert la possibilité aux chasseurs de mieux suivre le cheptel qu'ils avaient, eux, à gérer en période de chasse. Et donc c'est un
un des 10 cerfs pour le moment, oui on peut considérer 10, dans ce secteur de forêt-là, qui ont atteint 10 ans et plus. Donc lui 14, mais une série d'autres qui sont à 12, 13. Et finalement, c'est le genre de stratégie qu'on a pu mettre au point, essentiellement par la récolte des mues, par le suivi photographique. Et donc, ces deux outils-là sont finalement des moyens d'une gestion plus performante de la part du monde de la chasse. Les chasseurs reçoivent en début de saison un album avec, je dirais quoi, une quinzaine ou une vingtaine de cerfs tout à fait remarquables, soit clairement âgés, donc pouvant être tirés, soit clairement très très jeunes et vis-à-vis desquels on leur demande de s'abstenir pendant quelques années. Mais il est clair que mettre autour de la même table des chasseurs et des naturalistes, c'est peut-être pas franchement courant. Alors, pourquoi est-ce que c'est né ici? Il y a peut-être derrière ça quand même la symbolique de Saint-Hubert. C'est clair que le cerf est un animal très encombrant dans la forêt moderne pour plusieurs raisons. C'est un animal qui peut causer énormément de dégâts, c'est un animal qui ne tolère pas beaucoup le dérangement et on a une forêt de plus en plus dérangée. Mais à Saint-Hubert, quoi qu'on fasse, il fallait qu'on garde des cerfs. Donc, c'est un animal qui est tellement vissé à l'image de la région qu'il fallait le garder. Et donc, très vite, il y a eu un genre de front commun d'intérêt entre les forestiers bien conscients du patrimoine qu'est cet animal pour la collectivité, des chasseurs qui veulent d'une manière ou d'une autre continuer à avoir cet animal comme gibier, et des naturalistes pour lesquels c'est probablement l'objet de photo le plus extraordinaire qui soit. Donc, je crois qu'il y a eu un intérêt commun à gérer cet animal le moins mal possible. Et donc à ce moment-là, les genres d'anathèmes ou de caricatures que les chasseurs peuvent lancer vis-à-vis des naturalistes ou vice-versa tombent un peu et on travaille plus sur ce qui réunit plutôt que sur ce qui oppose. Alors si c'est ça la conversion moderne de Saint-Hubert, ben, tant mieux, ça aura au moins aidé le cerf à passer le cap de ce siècle-ci sans trop de problèmes. Nous nous trouvons ici dans la forêt de Saint-Michel-Freyre, territoire de chasse des chasses de la Couronne. Et la division de la nature et forêt est également chargée de la gestion synégétique. Notre but principal est d'intégrer cette gestion synégétique dans la vie globale de la forêt, dans ses aspects production forestière et dans ses aspects conservation de la nature. La hêtraie qui se trouve derrière moi est un futur site Natura 2000 au niveau européen. C'est les caractéristiques de la hêtraie à l'usule. C'est un élément important dont nous devons tenir compte dans notre gestion. La meilleure manière que nous ayons trouvée jusqu'à maintenant pour maintenir ces sites, c'est d'essayer de diversifier leur composition floristique. C'est pour ça que nous sommes ici, à la lisière entre une boulée et la futaie feuillue qui se trouve derrière moi, avec une plantation de brou à destination des grands mammifères. Nous avons ici un mirador qui est bien sûr à proximité immédiate d'un gagnage. Donc à ce mirador arrive bien entendu un sentier de pirche et la politique développée ici, basée sur les sentiers d'approche, est une politique pédagogique vis-à-vis des jeunes chasseurs. Les chasseurs invités à pratiquer la chasse à l'approche sont des néophytes ou quasi. Et ils sortent strictement accompagnés par un guide qui est un forestier ayant une bonne habitude du terrain. Et ainsi, il y a un dialogue qui se noue au cours d'une dizaine de sorties par an entre ces jeunes chasseurs et les forestiers qui les accompagnent. Et c'est l'occasion pour les chasseurs, qui d'ailleurs en sont très reconnaissants, de prendre contact avec le milieu avant de prendre contact avec l'acte de chasse proprement dit. Et ils en retirent beaucoup d'intérêt. Donc on a un fort vent qui est dans la bonne direction, donc comme on va juste dans cette direction-là, eh bien c'est bon pour nous. Mais justement, on a un vent tournant depuis quelques semaines, c'est assez gênant pour l'approche, mais si le vent se maintient, c'est bon pour nous.
C'est vraiment une occasion que nous devons saisir, de développer tout un système synergétique respectueux de l'ensemble de l'environnement. Dans le site légendaire de la conversion de Saint-Hubert, de l'apparition du cerf crucifère, et je pense que nous sommes en bonne voie. Des centaines de chasseurs sont déjà passés par les stages en quelque sorte qu'ils forment ici, et ils en sortent tout à fait réconciliés, s'ils ne l'étaient pas au préalable, avec la nature, avec les animaux et les animaux dans la nature. La chasse à l'approche, en fait, se pratique sur un sentier qu'on a préparé à l'avance pour ne pas faire de bruit, en écartant toutes les petites branches, toutes les feuilles mortes. Et on essaye de pénétrer finalement dans l'intimité des animaux pour pouvoir les choisir et faire une sorte de sélection. Généralement, la séance de chasse commence par un parcours d'approche sur le sentier et se termine à un endroit où un affût est aménagé, soit un affût au sol, soit un affût sur mirador. Là-bas, à côté du petit bouquet d'épicéas, il y a deux animaux. Ils sont juste derrière les fougères. Ils ne vont pas rester très longtemps là, ils vont normalement rejoindre les épicéas qui sont à gauche. Il a marqué, il est parti sur la gauche, mais je ne le vois plus. À mon avis, il a bien marqué, il ne doit pas être loin. Oui, je crois aussi. J'ai vu ma balle. Ok, on va laisser faire un petit peu. Et on va aller voir dans quelques minutes. Okay. Moi je pense qu'il doit être mort parce que c'était une très bonne balle. Regardez, il est là. Très bien. Ah oui. Bravo. C'est une balle excellente. Hein. Très bien. Je vous félicite. Bravo. C'est très curieux, même avec une balle de coffre, une balle mortelle, il faut encore une distance assez impressionnante. On va lui rendre les honneurs. Je vous invite à prendre un morceau de son dernier repas. Je pense que la forêt de Saint-Hubert est un lieu idéal pour développer une éthique de communion avec la nature chez les jeunes chasseurs. Et la chasse à l'approche est l'instrument idéal, puisqu'elle nous permet justement, tout en donnant de grandes leçons de modestie, beaucoup de sorties se soldent par des non-tirs, permet une intense communion avec la nature et avec les animaux. L'homme a ses pieds dans la terre et sa tête au ciel. Donc c'est dans la mesure où il prend conscience de son intégration à la nature qu'il peut aussi laisser son esprit partir vers les cimes. D'ailleurs, lorsqu'on assiste à ces messes de la Saint-Hubert, on sent la proximité de l'un et de l'autre, on la sent presque physiquement par le côté presque sauvage, naturel, animal des sonneries de trompe
et par l'alternance des chants grégoriens et des lectures. D'ailleurs, cette tradition de bénédiction des animaux à la sortie de la messe de Saint-Hubert, qui est probablement un rite extrêmement ancien, probablement qui date d'avant le christianisme, relie de nouveau cette tradition d'une nature et du divin. Saint-Hubert, il a été immortalisé dans cette légende que j'aime appeler un mythe, car pour moi les mythes sont porteurs à la fois de messages et de réalité, parce que quand beaucoup de personnes croient à la même chose, il se crée d'une part un souvenir et d'autre part une leçon. Et c'est une des choses que moi j'ai pu vivre ici à la Converserie, c'est que cet endroit, fort des 500 ans de pèlerinage qui y sont venus et qui ont révéré cet événement, est toujours porteur de cette idée de conversion ou de reconversion que tout homme et tout groupe humain rencontre plusieurs fois normalement dans sa vie, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie amoureuse, dans sa vie de santé physique. Et donc l'histoire de Saint-Hubert pour moi est à la fois une histoire vraie, même si elle est légendaire, et une légende qui a son potentiel de sagesse.